Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il y a au cœur de Londres, dans le quartier de Westminster, on n'est pas loin de la Tamise, une très belle statue en bronze, statue d'époque victorienne qui représente une femme au visage volontaire, sur un char tiré par 2 chevaux cabrés, et dans sa main, elle a une lance. Et on voit d'ailleurs ses 2 filles à ses côtés. Cette femme, à la posture pour le moins martiale, est la reine Boudica, une reine du 1er siècle qui, en l'an 60 exactement, a mené la révolte de son peuple. Le peuple en question, c'était les Bretons, bien sûr, les Bretons d'Astérix, si je puis dire. C'était les Anglais de l'époque, et les occupants étaient les Romains, bien entendu. À l'origine, le vrai nom de Boudica, c'était Boadicée. Ça veut dire la victoire dans son gaélique d'origine, mais à peu en latin, puis en français, c'est devenu donc Boudica. Voici ce que nous dit Tacite. On est 50 ans après la révolte. Dans ses célèbres annales, Tacite la décrit montée sur un char, ayant devant elle ses 2 filles. D'où la statue, me direz-vous. Encore 50 ans plus tard, un autre historien romain, Dion Cassius, dans son histoire, évoque Boadicée comme une femme bretonne de race royale et d'un courage au-dessus de son sexe. Le poète Edmund Spenser, ça nous ramène au XVIe siècle, ça. Spenser la voit comme une conquérante victorieuse. Quant à John Fletcher, il lui consacre une pièce entière. Et bien sûr, et je suis certain qu'un certain nombre d'auditeurs de Radio Classique le savent, Henry Purcell lui a consacré un opéra en 1695 avec ce célèbre air patriotique Britain Strike Home, britannique, rendez les coups. Le peintre John Hoppy l'a peint haranguant les Britanniques, la reine Boadicée haranguant les Britanniques. Ça fait un beau cartel, ça, pour les expositions de la fin du XVIIIe siècle. On est en effet en 1793, au moment où la France est en train de déclarer la guerre à la Grande-Bretagne. À qui songe-t-on de l'autre côté de la Manche ? Eh bien, justement, à cette figure tutélaire. Et le poète victorien Tennyson également l'a fait parler. Ceux qui méprisent nos tribus et nous appellent barbares, m'ont-ils écouté ? Ont-ils eu pitié de mes supplications ? Vous dites, mais s'il nous cite toutes ces sources, c'est qu'il ne doit quand même pas avoir grand-chose à dire sur le personnage. C'est pas intégralement faux, mais vous allez voir que néanmoins, on arrive à la cerner d'un peu près, cette reine Boudica, cette espèce de Jeanne d'Arc anglaise, si j'ose ce terrible oxymoron. Elle n'est pas connue en France, mais vous voyez que de l'autre côté, là-bas, elle est devenue une véritable icône patriotique. Comme Victoria, nous dit Bernard Cotteret dans Ses reines qui ont fait l'Angleterre, Boadicée associe la puissance militaire et le sentiment maternel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Notre histoire commence en 55 avant notre ère avec Jules César. On visite encore aujourd'hui la grève au pied des falaises où Jules César a mis un pied sur cette île de Bretagne. Vous savez qu'il va renoncer à l'occupation parce que ces légions sont littéralement harcelées par une multitude de tribus, notamment les Prytannies. Ça s'écrit qu'un P, ce ne sont pas encore tout à fait les Britannies, n'est-ce pas ? Un siècle plus tard, alors cette fois en 43, après Jésus-Christ, on est dans notre ère, l'empereur Claude revient à la charge, il envoie ses légions qui vont débarquer dans le Kent. Dans son histoire de l'Angleterre, Roland Marx écrivait « Les combats nous valent les récits étonnés des Romains devant le rôle joué par les femmes dans les armées, voire à la tête de tribus indigènes. D'aucuns parmi les historiens romains parlent de leur présence dans les quartiers des guerriers, d'autres, tels Ammien Marcellin, relèvent leur participation au combat. Et Tacite décrit dans ses annales la bataille de l'île d'Anglesey, on est donc au Pays de Galles là. Voici ce qu'écrit Tacite. Sur le rivage se tenait l'armée ennemie hérissée d'armes et d'hommes avec des femmes courant entre les rangs. Cet aspect-là, évidemment, est très étonnant pour les Romains et d'une façon plus générale pour les peuples guerriers de l'époque. À la manière des furies, en vêtements de deuil, les cheveux défaits, elles brandissaient des torches et tout autour, des druides adressant aux dieux les bras tendus vers le ciel, des prières sinistres. Ça, c'est Tacite qui les trouve sinistres, les prières. L'étrangeté de ce spectacle frappa les soldats de stupeur, au point que, comme s'ils étaient paralysés, ils offraient leurs corps au cou sans bouger.
Et à la fin, malgré les furies et les druides, eh bien les Romains, par la masse tout simplement, finissent par l'emporter. C'est une conquête majeure avec des territoires qui sont vastes, qui sont riches. L'empereur, c'est donc Claude, va faire le déplacement. Il arrive depuis Rome pour asseoir la victoire finale de l'Empire. À Colchester, dans l'Essex, donc à l'est, 11 rois britanniques doivent se soumettre et parmi eux, un certain qui s'appelle Prasutagos, qui est roi des Icéniens. Ce sont ceux qui vivent dans l'actuel Norfolk, on est donc dans le sud-est de l'Angleterre. Ce Prasutagos a pour épouse, et nous y voilà, il a fallu faire pas mal de détours, mais elle est là, Boudica. Pour l'instant, elle est encore dans l'ombre un peu. Les Romains tentent d'amadouer ce roi en lui confiant des responsabilités. Certains historiens affirment qu'il aurait accepté. On n'en sait rien. Toujours est-il qu'au moment de mourir, il a refusé de céder ses biens à Rome. Il lègue la moitié de son territoire et de son trésor à ses filles et l'autre moitié directement au nouvel empereur. On est à l'époque de Néron, là. C'est d'une certaine façon une manière de passer par-dessus la tête du pouvoir romain local. Le procurateur, d'ailleurs, ne s'y trompe pas, et les centurions qui l'entourent, qui n'ont pas du tout l'intention de se laisser faire, ils considèrent ce testament comme nul et non avenu. On les voit s'emparer de toutes les terres. Ils brisent littéralement la famille du roi défunt. Les Romains fouettent la reine Boudica en place publique. Ils vont violer ses 2 filles et, à travers elles, c'est tout le peuple icénien que, d'une certaine manière, ils ont l'intention d'écraser, d'humilier une bonne fois pour toutes, de dompter. Eh bien, la vérité, c'est que la réaction va être exactement l'inverse. C'est tout à fait le contraire de ce qu'il voulait qui advient de ce jour. La reine Boudica, sa famille, son peuple, par la haine inextinguible qu'ils vouent tous aux Romains, vont se montrer extrêmement dangereux. Je cite encore Tacite, vous avouerez quand même que nous avons de bonnes références dans cette émission. Boudica ne vient pas, fière de ses nobles aïeux, réclamer son royaume et ses richesses. Elle vient comme une simple femme, venger sa liberté ravie, son corps déchiré de verge, l'honneur de ses filles indignement flétri. Vous écoutez Radio Classique. Elle a été humiliée, Boudica, outragée, mais ça a fait d'elle une guerrière. Elle ne vit plus désormais que pour une seule idée qui est de lever son peuple, le dresser contre l'occupant romain. C'est Dion Cassius, cette fois que je cite. Grande d'aspect, terrifiant, et parlant d'une voix puissante. Ses cheveux, longs cheveux d'un roux clair tombant jusqu'à ses genoux. Elle portait un torque d'or, un torque c'est une sorte de collier plein, vous savez, une tunique multicolore et un épais manteau retenu par une broche. Elle était armée d'une longue lance et inspirait la terreur à ceux qui l'apercevaient. En faisant ce portrait, évidemment, Dion Cassius espère bien choquer ses lecteurs romains outrés par cette femme qui, en quelque sorte, porte les attributs guerriers jusqu'alors réservés aux hommes, notamment la lance, et puis mieux que ça, presque l'arme du discours. D'après Jean-Louis Voisin, dans la revue L'Histoire, Boudica assume également des fonctions religieuses, ainsi que le signale son torque d'or. Prêtresse, elle invoque la déesse Andraste et pratique la divination avant la bataille, un art essentiel chez les Celtes. L'originalité vient du moyen utilisé, un lièvre que Boudica sort de ses vêtements, lance et dont elle observe la course. Un exemple unique dans le monde antique. C'est un apax de divination. Elle est là pour essayer de réveiller ce peuple par ses harangues, Boudica. Bien que certains d'entre vous aient pu auparavant par ignorance être trompés par les promesses séduisantes des Romains, vous avez appris à quel point c'était une erreur de préférer un despotisme étranger à votre mode de vie ancestral, et vous en êtes venus à réaliser à quel point la pauvreté sans maître est meilleure que la richesse en esclavage. Oh, elle n'est pas la première à dire ça, et sûrement pas la dernière, mais c'est beau quand même. La pauvreté sans maître est meilleure que la richesse en esclavage. Elle les accuse de tous les maux, ces maudits Romains, notre Boudica, d'avarice et de cupidité. Elle a raison du reste. Dans sa vie d'Agricola, Tacite critique la colonisation romaine en Bretagne, et quand on dit en Bretagne, pour notre Grande-Bretagne, bien sûr, et détaille comment les Romains spéculent sur tout, notamment sur le blé, bien sûr, impose des taxes arbitraires, des lois étrangères, une administration qui ne se
distingue pas par sa finesse et par sa douceur. Partout où elle passe, dans toutes les provinces, on voit Boudica tenir le même discours et en appeler à l'union contre Rome. Ça vous rappelle rien? On se croirait à Bibracte autour du jeune chef Arverne Vercingétorix, bien sûr. Mes compatriotes, amis et parents, car je vous considère tous comme des parents, compte tenu que nous habitons une seule île et que nous sommes appelés par un nom commun. Nous tous faisons notre devoir tout en nous rappelant encore quelle liberté nous souhaitons laisser à nos enfants. Pas seulement son appellation, sa réalité. Car si nous oublions complètement l'état de bonheur dans lequel nous sommes nés et avons été élevés, que feront-ils, eux qui seront élevés en esclaves ? Il y a une tribu qui va se laisser convaincre et rejoindre les Icéniens. Ce sont les Trinovantes et ils ne sont pas les seuls. D'autres peuples, bientôt, vont les rejoindre. Quand je dis d'autres peuples, en tout, ça fera quand même quelques 120 000 hommes. Enfin, on a l'habitude de dire 120 000 hommes, il faudrait dire là 120 000 hommes et femmes. La révolte éclate, on est en 60 dans la colonie donc de Camulodunum, à Colchester, dans l'est de l'Angleterre. C'est là que les fameux 11 rois bretons dont je vous parlais avaient dû se soumettre à l'empereur Claude quelques années plus tôt. C'est la première cité romaine qui avait été fondée sur le territoire breton. C'est la première qui tombe sous la colère de Boudica. Les Bretons se soulèvent, tuent les soldats, pillent, rasent la cité, ils incendient le temple qui avait été construit en l'honneur de Claude, c'est bien le moins qu'ils pouvaient faire. On les voit décapiter la statue de bronze. D'ailleurs, la tête en question, elle sera retrouvée au début du XXe siècle. On la voit aujourd'hui au British Museum. L'armée romaine réagit, on envoie une légion entière, la 9e, pour mater la révolte. Ça a fait l'objet d'un film que certains d'entre vous ont peut-être vu. Mais Boudica s'y attendait. Elle a monté une embuscade et elle va mettre la légion en déroute. Et après, c'est au tour de Londres de se soulever, Londinium. C'est la 2e cité romaine, fondée en 43. Alors, elle est parfaitement placée au nord de sa Tamise. 9000 habitants en pleine expansion. Les Bretons vont mettre à sac les bâtiments construits par les Romains. Ils déciment les garnisons et sans s'arrêter là, les voilà qui prennent encore Saint-Alban. On est à 40 km au nord de Londres, à Verulamium, le nom latin. Partout, on les voit massacrer les Romains ou leurs complices. Richard Ingley, dans le National Geographic, écrit « À Londres, Colchester et Saint-Alban, les archéologues ont découvert des traces d'incendie datées à 60 après Jésus-Christ environ, comme autant de témoignages de la fureur bretonne face à la domination romaine. » Et au début, le gouverneur est complètement sidéré. Il ne s'attendait pas à ça, Suetonius Paulinus. Il va faire un discours brillant pour essayer de motiver un peu ses propres troupes. Il faut vous dire que c'est un homme il fait vraiment partie de l'aristocratie romaine. Il est l'administrateur de la Bretagne au moment où la révolte, cette révolte qui est menée par Boudica, donc au moment où la révolte éclate, il est au pays de Galles, il est sur l'île des Druides, là à Anglesey, dont je vous parlais tout à l'heure, avec ces furies dont on parlait aussi, et il va devoir suspendre la conquête qu'il était en train de continuer de mener pour essayer de regagner Londinium et pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Sauf que quand il arrive, il comprend qu'il n'est même plus en état d'attaquer de façon efficace. Il va abandonner les colons romains à leur triste sort. Il va décider de sacrifier une seule cité pour sauver tout le reste. C'est en tout cas la manière qu'a trouvé Tacite de justifier la décision qui a été prise. On va essayer d'attirer Boudica et son armée en terrain plus sûr, plus au nord, au centre de l'Angleterre, entre Leicester et Birmingham, sur la voie romaine qu'on appelle Woolsting Street. On est au fond là d'une vallée avec un seul front possible. C'est quand même mieux ça pour des légions romaines. Ça permet d'organiser un véritable piège d'infanterie. Paulinus est un bon stratège, c'est certain. Et pour cette bataille, il n'y va pas de main morte. Il mobilise 10 000 légionnaires. Oui, sauf que si l'on en croit Dion Cassius, en face, il y a 230 000 Bretons. Alors c'est vrai qu'ils sont courageux, les Romains, ils sont extrêmement bien entraînés et organisés, sont des guerriers professionnels, obéissant à une discipline de fer, mais enfin quand même, là le décalage, le déséquilibre est très important. On voit Paulinus les positionner en rang serré,
boucliers joints, les pylômes, les lances pointées vers l'ennemi avec des épées qui sont là, qui ne demandent qu'à être dégainées. Et en face, c'est moins organisé évidemment, mais les Bretons sont galvanisés. C'est encore Tacite qui raconte les rodomontades qui, tour à tour, amusent et terrifient les Romains. Les troupes des Bretons cavalaient un peu partout par bandes et pelotons de cavaliers, en plus grand nombre que jamais, et avec une ardeur telle qu'ils traînaient avec eux leurs femmes pour qu'elles soient témoins de leur victoire. Ils les avaient placées sur des chariots qu'ils avaient disposés tout autour, à l'extrémité de la plaine. Les familles sont là, c'est comme ça chez les Celtes en général et chez ces Bretons tout particulièrement. Les familles sont là pour assister au spectacle. Est-ce que c'est pour autant une si bonne idée ? Franck Ferrand sur Radio Classique. Il n'y a pas que des anonymes parmi ces femmes qui sont là plantées sur leur char. Il y a bien sûr notre Boudica avec ses 2 filles. Elle est prête pour la statue de Westminster. Elle sillonne les rangs des rebelles, on les voit encourager les uns et soutenir les autres, comme aurait dit le poète. Voyez la fierté des esprits guerriers et considérez les motifs pour lesquels nous tirons l'épée vengeresse, leur dit-elle. À cet endroit, nous devons vaincre ou mourir avec gloire. Il n'y a pas d'alternative. Moi qui suis femme, j'y suis résolue. Je ne vivrai pas en esclave. Et puis elle sonne la charge, la bataille de Walting Street, donc, qui s'engage terrible évidemment avec des Bretons qui foncent et se heurtent à un mur de soldats inébranlables. Les Bretons tournèrent le dos, raconte encore Tacite, mais ils ne pouvaient que difficilement s'enfuir parce que les chariots placés tout autour bouchaient les issues. Et voilà, à vouloir amener toutes ces familles complètes, eh bien, on a obstruer le champ de bataille et ça devient un véritable massacre avec une légion romaine qui va faire vraiment des dégâts. 80 000 combattants bretons tués et les femmes, les enfants qui étaient venus regarder évidemment. Du côté romain, on ne relèvera que 400 morts, si l'on en croit en tout cas Tacite. Tous les corps auraient été jetés dans de grandes fosses, mais ces fosses, on ne les a pas encore retrouvées, ce qui laisse aux archéologues quand même encore de belles perspectives, bien entendu. La défaite de Walting Street est un tournant. Après ça, le gouverneur, le fameux Paulinus, là, va accentuer les représailles. Et il ne faut pas oublier que Néron lui envoie du renfort. C'en est fini cette fois de la révolte. On va en profiter pour liquider tous les druides considérés comme dangereux. Ce sont eux qui entretiennent le feu sacré chez les combattants ennemis. Voici encore Tacite. Toutes les nations qui avaient été douteuses ou contre nous furent ravagées par le fer et par le feu, écrit-il. Mais le pire fléau pour eux était la flamme. Ce sont quelques 500 000 Bretons, nous dit Pierre Anquetin qui a préparé toute cette émission. 500 000 Bretons qui auraient péri dans cette aventure. Une fois l'ordre revenu, nous raconte-t-il, Néron enverra un gouverneur plus accommodant et les Romains, pour autant, devront quitter la Bretagne, mais ils ne la quitteront que 350 ans plus tard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle mit fin à sa vie en ingérant du poison. C'est en tout cas ce que pense Tacite. Il croit savoir cela de Boudica, tandis que Dion Cassius nous dit qu'elle serait morte de maladie et qu'elle aurait eu droit à des obsèques tout à fait traditionnelles. Est-ce qu'elle n'aurait pas tout simplement d'abord bu le poison et ensuite subi la maladie ? C'est pas impossible. Comme pour la bataille, il ne reste pas de traces physiques de Boudica. Et la vérité, c'est qu'on est même en droit de se poser la question de sa véritable existence. Et c'est toujours un bonheur de citer Bernard Cotteret, bien sûr. L'histoire de Boadicée relève de la semi-fiction et non de la contrefaçon, dit-il. Boadicée a vraiment existé. Elle est un exemple de vertu civique, y compris pour ses détracteurs. Les Romains rapportent son histoire à des fins d'édification. Loin de s'en prendre uniquement à l'envahisseur, Boadicée aurait critiqué ses compatriotes en leur reprochant leur tiédeur avec des accents qui pour nous évoquent irrésistiblement par leur fougue léonine quelques Churchill au féminin. Allons bon. Vous écoutez Radio Classique.